Je suis très heureux de venir à mon tour dans ces réunions du Collège de France, qui ont pu se faire grâce à l'association et la complicité qui s'est établie entre mon collègue John Shade, que vous connaissez, et Thierry Viel, qui préside ici aux destinées de la coopération à l'ambassade de France. C'est une belle initiative, et je sais que mes collègues qui sont venus, que vous avez déjà probablement entendu avant moi, sont revenus enchantés. Mais peut-on revenir sans être enchanté de Tunisie? Je ne crois pas. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Mais l'idée est belle, et l'idée est belle aussi de pouvoir faire se succéder des chercheurs d'horizons extrêmement divers, ne serait-ce que pour vous donner une idée de la palette dans laquelle nous travaillons, dans cette institution atypique qu'est le Collège de France. Ce matin, à l'Académie de Tunis, eh bien, j'ai retrouvé un peu la même atmosphère de liberté et de discipline non universitaire, un petit peu bizarre, parfois étranges, qui sont suscitées. Donc je suis très heureux, moi-même, très honoré. En même temps, je voudrais dire à quel point je suis sensible et touché de venir ici. Je suis venu il y a très longtemps en Tunisie, je ne suis donc pas venu depuis longtemps, mais je viens sur les traces de quelqu'un que j'aimais beaucoup, auquel le hasard a voulu que je succède à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est Serge Lancel, qui était un des grands amis, grand admirateur et grand connaisseur de la Tunisie. Je dois dire que je suis très heureux, bien entendu, d'être aujourd'hui dans le fauteuil qu'il a brillamment occupé, mais très triste d'avoir perdu trop tôt un ami, un homme merveilleux et un très grand savant. Et l'Académie vient de publier un texte posthume de lui très intéressant sur sa relation personnelle à Saint-Augustin. Et on y retrouve toute la sensibilité et l'émotion de cet homme qui était aussi grand savant et grand homme qu'il était modeste et qu'il était élégant dans son comportement. Donc c'est un peu à sa mémoire, si vous voulez, qu'aujourd'hui je dédie ces deux conférences qui sont loin de ses préoccupations, mais dont parfois, moi, je retrouve l'écho des discussions que nous avons eues autrefois. Alors, venons-en à ce qui nous réunit. Ce matin, nous avons parlé d'un problème très spécifique, la question de l'acculturation. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer, non pas vous décrire ce qu'est l'égyptologie, mais vous expliquer ce qu'il y a de nouveau, de neuf. L'égyptologie, aujourd'hui, c'est un peu, vu du public, on ne peut pas baisser ces lumières, parce que là, vous n'allez rien voir. Il faudrait pouvoir arriver carrément éteindre. Aujourd'hui, dans le grand public, l'égyptologie, c'est une succession de bruits médiatiques fracassants. Un petit peu comme ces images que je vous envoie, je vous bombarde d'images, qui culminent comme par hasard sur Giza et les pyramides. Aujourd'hui, à la télévision, dans les journaux, partout, vous entendez parler de l'égyptologie, de l'Égypte. On multiplie les théories sur la construction des pyramides, les découvertes merveilleuses. Bref, on a l'impression de vivre quotidiennement une nouvelle découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc, c'est le spectaculaire qui le dispute au merveilleux, au magique, au fantastique. Bref, l'égyptologie n'apparaît pas dans ce qui est un monde cacophonique de bruit et de merchandising, comme diraient nos collègues anglo-saxons. L'Égypte est devenue un produit marchand. C'est un produit culturel, économique. Alors, derrière cette égyptologie d'apparence, qui est aussi popularisée par des romans, de grands romans à très gros tirage, on parle de millions d'exemplaires, que ce soit le français ou du monde anglo-saxon. Derrière cela, eh bien, il y a une recherche qui est une recherche relativement jeune, relativement nouvelle, puisque l'égyptologie a 2 siècles à peine. L'égyptologie date de la découverte de Champollion, donc on n'est pas encore à 2 siècles, on est, par rapport aux études classiques, nous sommes d'une discipline jeune. Bien sûr, cette discipline jeune, en 2 siècles, a pu définir les cadres de la civilisation, arriver à une description historique, archéologique, philologique certaine, qui permet d'écrire des ouvrages et de donner une idée précise, mais cette discipline évolue. Et il y a encore des pans entiers de l'égyptologie qui posent des questions ou qui sont des champs de recherche qui me permettent de vous dire, par exemple, eh bien, ce que j'ai écrit il y a 15 ans, aujourd'hui, je ne peux plus l'écrire dans tel ou tel domaine. Il y a donc un réel progrès de cette égyptologie.
Et c'est un peu ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui à travers quelques exemples. Toute discipline, vous par exemple, vous avez ici, dans les grandes questions qui se posent, vous avez ces magnifiques bâtiments, ces édifices à Auge. Voici ici à Hydra, un édifice. On le regarde, j'ai eu le grand plaisir de visiter en compagnie de Thierry Viel le site, et on a regardé, bien évidemment, il a essayé de m'extorquer une explication de cet édifice, me faisant part des théories que je connaissais d'ailleurs, et il a eu de moi cette réponse que donne bien souvent des spécialistes: c'est un magnifique monument, mais je ne suis pas capable de dire ce qu'il est. D'autant plus que ces édifices, à Auge, si l'on va à Mactar, eh bien, ils se compliquent, parce qu'ils sont à Auge, mais quand on les regarde de plus près, on s'aperçoit qu'ils sont aussi à Placard. Donc les choses deviennent extrêmement complexes. Alors, nous avons tous notre série de croquets, de crooks, si vous voulez. C'est pas de ça que je vous parle. Je ne vais pas vous poser les problèmes que nous rencontrons, mais je vais plutôt vous montrer des réponses que nous avons trouvées. Ces réponses, eh bien, je vais vous les montrer parce que je pense que vous seriez déçus si je ne vous parlais que de recherche en bibliothèque et en laboratoire. Je vais vous les montrer essentiellement à travers l'archéologie. Et donc à travers un certain nombre de sites que j'ai choisis parce qu'ils correspondent à des avancées, soit techniques, soit historiques, et que j'ai choisis parce qu'ils peuvent illustrer l'avancée des connaissances, disons, de ces 20 dernières années, par époque et par domaine. Nous allons nous déplacer du nord au sud, de façon à ce que vous puissiez suivre logiquement. Nous allons aller d'abord à Alexandrie, pour voir ce qui s'y passe, avec d'autant plus de plaisir que Jean-Yves Empereur arrive dès demain sur mes traces pour vous parler, je crois, lundi ou mardi, et que Alexandrie, pour l'instant, c'est lui qui a apporté tant de neuf à Alexandrie. Je vous emmènerai aussi dans la zone du delta oriental, c'est le deuxième cercle que vous avez ici, à Kobel-Rilgan et Tel d'abord, ici, où là, nous allons parler à la fois des débuts de l'histoire et de la nouvelle écriture que l'on peut faire des débuts de l'histoire, et en même temps, nous allons parler du deuxième millénaire et des relations de l'Égypte avec le monde égéen pré-hellénique. Je vous emmènerai également à Abu Rawash, Saqqara, où là, vous verrez qu'aujourd'hui encore, chaque année, on trouve une nouvelle reine, on trouve une nouvelle pyramide, on trouve des choses exceptionnelles. Ensuite, je vous emmènerai à Ain Sokhna. Ici, Ain Sokhna, c'est sur les bords de la mer Rouge, et nous découvrirons ensemble ce que l'on connaissait que très mal avant, c'est-à-dire toute l'exploitation que les Égyptiens faisaient des zones minières du Sinaï et comment se montaient des véritables expéditions, comment on démontait des navires et on remontait des navires pour partir en expédition à l'époque des pyramides. Nous irons ensuite à Bawit, c'est-à-dire en pleine Moyenne Égypte, où là a repris l'exploitation d'un très grand site chrétien. Vous verrez pourquoi. Thèbes, bien sûr, parce que je ne peux pas ne pas vous parler de Thèbes, et je vous dirai deux mots des travaux que nous faisons. Également Abou Balas, c'est-à-dire, vous voyez la vallée du Nil. Abou Balas, c'est sur la piste qui mène vers le Gilf Kébir et qui mène vers la Libye. Et vous verrez qu'à l'époque des grandes pyramides, à l'époque de Khéops, on voyageait, on découvrait et on allait beaucoup plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Enfin, il nous restera à jeter un petit coup d'œil à Aswan, où nous découvrirons une ville hellénistique qui était encore inconnue il y a 5 ans. Et ensuite, je vous emmènerai faire un tout petit tour à Kerma, dans le Soudan, où nous verrons, et cela suite à une question qui a été posée ce matin, ces fameux pharaons noirs. Voilà. Commençons par Alexandrie. Nous sommes ici dans un projet du Centre d'études Alexandrine, dirigé par Jean-Yves Empereur, qui est un centre du CNRS, c'est une UMS du CNRS qui bénéficie de l'appui du ministère des Affaires étrangères. Et parmi les grands travaux d'Empereur, que vous connaissez, il y a le phare d'Alexandrie, toutes les fouilles de sauvetage, nécropolis, etc. Énormément de choses dont il vous parlera. Moi, j'ai choisi un point, car il est très caractéristique d'une relation de l'archéologie à la conservation du patrimoine, qui, je pense, peut vous intéresser. Ce sont les citernes d'Alexandrie. Vous savez qu'Alexandrie possède au bas mot 400 et probablement 1 millier de citernes, qui étaient les réservoirs à eau, constitués dès l'époque byzantine et à l'époque médiévale, à partir des vestiges antiques. Et parmi ces citernes, l'une qui est la seule, la plus grande à être conservée, c'est la citerne d'Annabi, dont Jean-Yves Empereur a entrepris avec son équipe un programme de sauvetage et de préservation qui doit s'intégrer dans un ensemble patrimonial
comprenant les cités, en particulier celle d'Al-Nabi, le musée gréco-romain et la chapelle d'Alexandre, donc un grand triangle qui sera un triangle organisé pour la visite touristique, de façon à la fois à ce que les monuments soient préservés et à ce qu'il y ait une implication historique du visiteur qui pourra se faire ainsi une idée dans un cheminement complet patrimonial. C'est un peu, si vous voulez, de mon point de vue, un rêve que nous commençons seulement à réaliser. Les archéologues viennent, travaillent, fouillent, font leurs recherches, et puis autrefois ils partaient en laissant le site, et puis on le laissait comme ça, puis les gens se débrouillaient derrière. Depuis, disons, une trentaine d'années, on a une obligation, quel que soit le pays, de présentation du site, et généralement on fouille un site et on le laisse ensuite ou présentable ou recouvert. Et aujourd'hui, on avance dans un partenariat très étroit avec le service des Antiquités et le Conseil suprême des Antiquités, d'Égypte, un partenariat de mise en valeur du site qui suit l'exploitation scientifique. Donc, si vous voulez, là, pour moi, cela est représentatif du fait que la tâche de l'archéologue et de l'historien ne s'arrête pas seulement à l'exploitation scientifique, mais implique une participation à la mise en valeur, puisqu'aussi bien ces sites, s'ils appartiennent toujours au pays, sont tous classés généralement dans le patrimoine mondial. Si c'est vraiment du patrimoine mondial, eh bien, il faut que le monde veille à son entretien. Donc, cette entreprise de Jean-Yves Empereur, ce n'est pas une avancée historique, mais c'est une avancée méthodologique et, à mes yeux, fondamentale. Voilà une vue de la maquette qui est faite de présentation de la citerne d'Al-Nabi, et je dois dire que ce programme, qui a été présenté à diverses instances, vient d'être couronné par l'Institut de France du prix Cino del Duca, d'un montant de 200 000 euros, qui va permettre de financer un quart de ce projet. Des grands financements vont être demandés à d'autres organismes internationaux ainsi qu'à des particuliers. Et je crois que là, on a un exemple aussi de l'implication institutionnelle qui peut être faite. Vous avez ici le site de Douga dans lequel notre ministère des Affaires étrangères s'est fortement impliqué. Je crois que ce genre d'entreprise mérite d'être souligné, développé, encouragé. C'est ce que je voulais montrer avec cet exemple. Je reste un instant à Alexandrie, parce qu'après tout, je ne suis pas là, moi, pour vous faire une conférence sur le patrimoine, ce n'est pas mon affaire. À Alexandrie, nos collègues polonais du Centre d'archéologie méditerranéenne fouillent, vous le savez sans doute, depuis très longtemps, le site de Komendika, qui est un des rares endroits où on peut encore suivre l'implantation Alexandrie, l'implantation ptolémaïque de la vie. Il y a un musée sur le site qui est bien connu, et c'est d'ailleurs là où nous avons entreposé les monuments sortis des eaux, et dans ce site, il y a deux points qui ont fait l'objet de grandes découvertes ces dernières années. L'auditorium du Bas-Empire, que vous voyez ici, et un autre élément qui est cette espèce de grand mur que vous voyez. Ce grand mur qui est le fond d'un portique. Alors, je vous emmène dans un voyage de rêve. Nos collègues ont dégagé ce mur, ils en ont dégagé 10 mètres, ils en ont dégagé 20 mètres, ils en ont dégagé 30 mètres, ils en ont dégagé 40 mètres, et ce mur n'en finissait pas. Et il y avait un magnifique portique tout le long de ce mur. Et puis, à proximité, tout autour, ils ont dégagé des unités archéologiques, des ensembles, qui étaient de petits auditoriums, un peu comme des petites salles de cours. On s'est aperçu qu'il y avait des grandes salles de cours et des petites salles de cours. Et que ce portique, avec ce mur de fond et ces salles, eh bien, ils étaient en train de fouiller le portique d'Alexandrie. Ils étaient en train de fouiller ce lieu mythique de l'enseignement de la philosophie et des sciences à Alexandrie. Voilà. Vous connaissez la bibliothèque alexandrine, mais vous avez l'original, en quelque sorte, ici. Et je crois que cela méritait d'être salué. Quittons toutefois, non sans regret, Alexandrie, pour aller dans une zone qui est plus austère, moins connue, qui est le delta oriental. Vous voyez ici tout un ensemble de sites que j'ai regroupés à l'intérieur de ce cercle rouge. Et dans ce delta oriental, on trouve non pas des monuments de grande importance, mis à part Tel el-Daba, la capitale de Ramsès II, on y viendra tout à l'heure, puis Ramsès, mais on trouve beaucoup de sites qui sont des sites, disons, proto-dynastiques. C'est-à-dire, je ne dis pas préhistoriques, je dis proto-dynastiques. Proto-dynastiques, ça veut dire des sites du 4e et du 5e millénaire avant. Les débuts de l'histoire, quand moi je faisais mes
des études en égyptologie, ou quand Tard faisait ses études, on disait l'Égypte, ça commence vers 3000, 3002, 3000. Il y a 15 ans, ça commençait vers 3500, parce qu'on avait retrouvé, de par les fouilles, des structures politiques de type dynastique antérieures aux premières dynasties. Et on a commencé à parler à cette époque-là de dynastie 0, puis de dynastie -1, puis de dynastie -2. Et maintenant, on en est à travailler sur la fin du 5e millénaire et le début du 4e millénaire. C'est-à-dire sur des groupements culturels qui sont connus traditionnellement pour leur antériorité à l'unification politique du pays. Et ces groupements culturels, jusqu'à présent, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on les caractérisait en différenciant une culture de Haute-Égypte et une culture de Basse-Égypte. Dans des sites comme celui que nous allons voir ici, qui est voilà, comme El Khilgan, ici, tout à l'heure, à Tel el-Dabad, nous irons là, c'est à proximité. Dans ce site, à Kom El Khilgan, ma collègue Béatrix Midan du Centre national de la recherche scientifique de l'Université de Toulouse a entrepris la fouille d'un site qui, très curieusement, a révélé une culture locale, une culture du Nord, voisinant avec une culture du Sud. C'est-à-dire que sur ce site de Kom El Khilgan, qui ne paye pas de mine, c'est un champ dans lequel on fait une stratigraphie avec des tombes, on a découvert les types de sépultures et d'organisations sociales du Nord que l'on s'attendait à trouver, et on a vu apparaître dans la stratigraphie les types du Sud qui ne se sont pas mélangés et qui ont cohabité. Vous voyez que la découverte est d'importance, puisque généralement, pour revenir dans ce que nous disions sur la culturation ce matin, on a tendance à penser qu'il y a une culture qui va dominer l'autre. Eh bien non, les deux cultures ont cohabité l'une à côté de l'autre, avec un devenir propre qui est quantifiable sur plusieurs générations. Alors voilà, juste, mais c'est pour fixer ça dans votre esprit, je ne vais pas me mettre à vous commenter les céramiques qui ont été trouvées là, peu importe, mais voilà une de ces sépultures du Nord, qui est exactement ce que l'on attendait, et à côté, il y a un cimetière du Sud. Donc, pour schématiser ce que je viens de vous dire, eh bien, dans des sites comme El Khilgan, comme Adaïma, dans le Sud, près de Esna, on a, grosso modo, fait reculer l'histoire de l'Égypte d'un demi-millénaire en arrière. C'est-à-dire que l'on peut le décrire comme étant une histoire déjà nationale. Ça, c'est un acquis. Si vous voulez, à la fin des années 80, j'ai écrit une description de cette période. Aujourd'hui, il faudrait jeter tout ça et il faudrait le réécrire différemment. Donc, c'est une science qui, de ce point de vue-là, évolue. Voilà ici un petit schéma fait d'après la thèse d'un très brillant jeune chercheur qui a soutenu l'an dernier sa thèse sur les foyers culturels prédynastiques. Vous voyez, on a ici un foyer du Sud, ce qu'on appelle le foyer mahadien à époque naqadienne, le foyer de Bhutto et le foyer du Nord. Et c'est ici où tout d'un coup on se rend compte que les deux se sont rencontrés et ont grandi ensemble sans se détruire mutuellement. Je n'insiste pas sur ce côté un peu technique. Autre pan de la recherche dans lequel on a énormément avancé ces 20 dernières années, c'est la fouille que mène depuis maintenant 40 ans Manfred Bittak, qui est le directeur de l'Institut archéologique autrichien, qui est professeur à l'Université de Vienne et membre de l'Académie des sciences de Vienne. Et depuis 40 ans, Manfred Bittak est parti sur une problématique historique qui était un problème. Je ne vais pas vous parler des auges, mais voilà un vrai problème historique. Il y avait un site dans cette région, ici, qui est le site d'Avaris, qui était connu par les sources pour avoir été celui des Hyksos. C'était la capitale Hyksos. Et puis on savait par les sources que Ramsès II, donc au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, deuxième moitié du deuxième millénaire, avait installé sa capitale dans le delta sur un site qui s'appelait Pi-Ramsès, la maison de Ramsès. Bien, tout bête. Et ce site, on le connaissait par les sources. Et on avait un site à Tanis, plus à l'est, où il y avait énormément de matériel ramesside. Des obélisques, des colosses, etc. Un gigantesque temple dont les sources nous disaient qu'il était la Thèbes du Nord. Héliopolis et ou la Thèbes du Nord.
Dans les années 60, tout le monde pensait que la capitale de Ramsès II, elle était sur ce site de Tanis, et puis qu'il y avait bien, du côté de Tel el-Tawa-Kantir, il y avait bien des ruines, et que là était la ville des Hyksos. Comme les Hyksos avaient envahi l'Égypte, que les Égyptiens les avaient ensuite chassés au début du deuxième millénaire, les historiens se sont dit, quand ils ont chassé les Hyksos, ils ont détruit leur capitale et ne se sont pas réinstallés dessus. Un complexe romano-carthaginois, si vous voulez. Et puis, Manfred Wittak s'est dit non. Je vais aller fouiller ce site qui était la capitale des Hyksos. C'est une fouille très difficile, puisque c'est une zone agricole, donc il faut dégager les champs petit à petit. On loue les terres aux paysans, puis on les rend. Enfin, mes collègues connaissent ça. Et donc, année après année, il a commencé à dégager des installations ramessides, complètes. Et il a découvert que la capitale de Ramsès, elle était là, sur l'emplacement du site Hyksos, au-dessus des Hyksos. Parce que plus il descendait, plus il en trouvait. Et non seulement il a trouvé en dessous le site Hyksos, mais entre Ramsès et les Hyksos, il a trouvé des sites de tous les grands rois de la XVIIIe dynastie. Et puis, sous les Hyksos, il a trouvé des sites des grands rois du Moyen Empire. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que ce lieu avait été une capitale depuis très longtemps. 40 ans après, il pouvait dire « Ah mais non, Tanis n'a rien à voir avec Pi-Ramsès », mais en fait, la ville des Hyksos s'est trouvée à devenir ensuite la capitale ramesside. Et puis, évidemment, plus on avance sur une fouille, plus on comprend, plus on va vite. Et ces dernières années, il a commencé à dégager un palais de toutes nos histoires, des casernements, et on a compris que cette ville servait de base pour les expéditions militaires égyptiennes à l'étranger. Donc vous voyez comment, en un laps de temps relativement court, tout un pan qui n'était pas du tout connu s'est trouvé éclairé. Et pire que ça encore, parce que ça, vous me direz, c'est la routine de l'archéologie. Pire que ça, il y a, en 1998, dans le dégagement d'Hasbet Elmi, dans le dégagement de Tel el-Daba, est apparu un monument ici, qui est un palais contemporain du début de la XVIIIe dynastie, et dans ce monument sont apparues des choses curieuses, des éléments qui ne paraissaient pas du tout être égyptiens. Une forme qui, structurellement, n'a pas grand-chose à voir avec un édifice égyptien. Vous voyez à peu près la restitution que l'on peut en faire. C'est un grand podium auquel on accède par une cour bordée par un péristyle et qui donne sur un ensemble fermé qui est un palais. Et dans ce palais, on a retrouvé, voilà la fouille du palais, voilà ici un élément de la fouille en 2003, vous apercevez ici, un peu partout, des fragments blanchâtres, qui sont des fragments de stuc d'enduit tombés des murs. Ces fragments de stuc ont été reconstitués. Voilà ici une image rapprochée. Vous voyez comment ça se présente ici, les éléments de décoration tombés. Tout un travail a été fait et sont apparus, aux surprises, de magnifiques fresques minoennes. Alors, magnifique, vous allez vous dire, ils se moquent de nous. C'est ça, magnifique. Bon, évidemment, je vous montre un fragment, mais quand on pratique la reconstitution, on trouve des choses qui rappellent exactement ce qui est. C'est une peinture qui est à l'image de celle que vous connaissez dans les palais de Knossos. Alors là, tout le monde a ouvert de grands yeux, en se disant, mais est-ce que les Égyptiens auraient imité un palais crétois? Et donc a commencé tout un programme pluridisciplinaire de recherche qui s'appelle SCIEM, qui est piloté par l'Académie der Wissenschaften de Vienne, qui réunit 24 spécialistes et spécialités, qui a commencé à étudier le matériel et toutes les transversales, archéologiques, chronologiques, etc. Et le résultat des opérations, qui ne sont pas terminées, qui sont en cours, est que l'on a affaire à une véritable installation crétoise, avec des constructions, des enduits, des décorations, du matériel réellement crétois, pas des imitations, et que donc il y avait un palais crétois dans la capitale égyptienne. Qu'est-ce que ça veut dire, un palais crétois dans la capitale égyptienne? Donc on a commencé à réfléchir à ce moment-là, en se demandant, qu'est-ce que c'est? C'était une ambassade, pourquoi pas? Première réaction, une princesse. Et la décoration, les spécialistes des décorations crétoises sont aperçus que c'était un palais qui appartenait à une femme.
Donc les égyptologues ont commencé à fantasmer, car les égyptologues sont comme tout le monde. C'était une reine qui venait épouser toutes nos histoires, alors on commençait à chercher une reine qui va pas trouver. Donc tout le monde a commencé un peu à se dire, mais c'est une chose curieuse. Mais les archéologues ont une providence, qui est la céramique. Et il y a, enfin une providence, quand on a à l'étudier, c'est pas vraiment une providence, il y a des milliers de tonnes de céramique qui proviennent de cela. Et dans ces céramiques, on a commencé à dégager et à individualiser des céramiques d'importation, et en particulier les céramiques crétoises. Et on s'est aperçu qu'il y avait tout un trafic qui passait jusque-là, qui venait via les échelles et qui repassait vers la capitale. Et on a commencé à comprendre, à partir des études qui ont été faites, le cheminement des céramiques et des copies de céramique au Levant, etc. Bref, des découvertes comme celle-là, c'est l'une, je l'ai choisie parce qu'elle est spectaculaire, mais des découvertes comme celle-là ont permis tout d'un coup de se rendre compte de tout le tissu, de tout le réseau économique dont on avait une idée uniquement par des textes, mais dont on ne connaissait pas la réalité. Et aujourd'hui, eh bien, on arrive non seulement à décrire par la qualité et à dater, mais aussi à quantifier un certain nombre de ces relations. Donc on a une idée des produits échangés, de la façon dont ils étaient, et du coup, l'appétit venant en mangeant, eh bien, Manfred Butak a découvert le port de la ville. Et donc on est en train de réfléchir actuellement sur les cheminements entre port fluvial et port maritime. Vous voyez, ça, ce sont des choses nouvelles qui sont apparues, et j'ai fait exprès de vous les montrer dans deux états. Voilà un des fragments provenant de Tel el-Daba, des peintures, par rapport au modèle de Knossos que nous avons vu tout à l'heure. Changeons. Vous voyez que finalement, notre égyptologie, elle éclate de partout. Elle se développe dans les premiers temps, elle se développe au deuxième millénaire. Je vous emmène ici au Caire. Au Caire, et nous allons ici du côté de Abu Roash, là-haut, au nord, vous avez Giza. Nous allons ici à Abu Roash, et puis ensuite nous irons à Saqqara. Abu Roash, là encore, je voudrais vous montrer une fouille, un détail. Donc, on va commencer par Giza. Giza. Parce que j'ai essayé aussi de vous montrer des fouilles, vous avez peut-être déjà vu en lisant les textes, un peu de chacun. Fouilles autrichiennes, fouilles polonaises, fouilles françaises, etc. Ici, je vous montre des fouilles du Conseil suprême des Antiquités, qui sont dirigées par Zahi Hawass et faites avec une équipe américaine, c'est le Giza Mapping Project. Ce qui est intéressant, c'est que cette fouille s'est intéressée à, non pas une pyramide, mais au village des ouvriers qui ont construit les pyramides. On a pu localiser, identifier cet ensemble que l'on connaissait par d'autres installations, mais postérieures. On a Deir el-Medina, par exemple, à Thèbes, pour le deuxième millénaire. Mais ici, on est un millénaire plus tôt et on est contemporain des grandes pyramides. Et ces fouilles ont permis de dégager des installations. Et ici, vous avez une installation très particulière qui est un dortoir collectif. Alors, vous allez me dire, dit comme je vais vous le dire, c'est horrible, mais cette grande structure que vous voyez ici entourée dans ce rectangle rouge, l'homme qui est derrière donne l'échelle, était un dortoir où les gens se mettaient les uns à côté des autres, un peu comme des sardines dans une boîte, si vous voulez, mais perpendiculairement. Et la maison au premier plan, qui est à côté, plus grande, c'est la maison du contremaître. Ça reflète certainement, diraient certains de mes collègues, une inégalité sociale. Mais on est arrivé, bon, je n'insiste pas là-dessus, disons que à partir de cette fouille-là, on a une idée très intéressante et très neuve de la vie des artisans et des ouvriers à une époque où on ne les voit guère apparaître, puisqu'on a essentiellement, à travers le matériel funéraire, des gens de la classe moyenne ou de la classe la plus élevée de la société, les autres n'apparaissant pratiquement pas. Une autre fouille plus au nord de Giza, qui est la fouille que l'Institut français d'archéologie orientale du Caire mène avec l'Université de Genève, sous la direction du professeur Michel Valoggia. C'est une fouille que nous avons entreprise, je dis nous parce que j'en suis à l'origine avec Michel Valoggia, il y a une quinzaine d'années, pour répondre à une question historique. Que s'est-il passé après, entre Khéops et Khéphren? Il y avait un roi qui s'appelle Radjelef. Et la tradition historiographique contemporaine disait que ce roi était allé s'installer ailleurs que sur le site de Giza, plus au nord. Vous avez vu que Giza est quelque part, Abu Roash est à 10 km au nord, parce qu'il y avait eu des troubles,
que c'était un roi un peu comme Akhenaton, si vous voulez, un roi dissident, etc. Et d'ailleurs, à preuve, sa pyramide a été détruite, ce qui est bien le fait qu'on lui a voulu du mal. D'ailleurs, elle n'a même pas été achevée, cette pyramide. Problématique m'a toujours paru curieuse. Et nous avons décidé d'aller voir la pyramide. Cette pyramide est complètement ruinée. Il ne reste rien. Elle est juste à l'os, si vous voulez. Et donc, il y a eu un long et patient travail fait par Michel Valoggia d'études, de dégagement et d'études. Cette pyramide a servi de carrière de pierre depuis l'époque romaine jusqu'au XIXe siècle. Une partie du Caire est construite avec cette pyramide. Donc, ce n'était pas évident de voir si la pyramide avait été terminée ou pas. Et c'est en finissant de dégager la pyramide, en arrivant au fond, en travaillant au fond, que l'on a trouvé des signes évidents de l'ensevelissement du roi. C'est-à-dire que le roi a réellement été enterré dans cette pyramide, et ayant trouvé cela, on a découvert une zone cultuelle, et surtout, on a découvert une petite pyramide adjacente dans laquelle était enterrée la reine qui correspondait à ce roi. Donc on a, au prix certes de 15 ans de travail, pu voir que cette pyramide avait fonctionné, avait vécu, et qu'en fait, c'est simplement le fait qu'elle ait servi de carrière qui a amené sa destruction. En d'autres termes, nous avons vérifié par le terrain et détruit une hypothèse qui fonctionnait depuis toujours en égyptologie, et dont on s'est aperçu qu'elle n'avait pas de sens. Ça peut paraître comme ça un point de détail, mais réfléchissez au moment où nous sommes dans la succession de Khéops. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment qui est considéré comme un des phares de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et on s'aperçoit que, qu'est-ce qu'on connaît de Khéops? On a une petite figurine de 9 cm de haut qui est conservée au musée du Caire, et puis une grande pyramide. Et puis des souvenirs dans la mémoire collective. Et quant à son fils, on n'avait rien. Et maintenant, on a. C'est-à-dire qu'on est encore, comme je vous disais, une science jeune. Et cette science jeune, ma foi, elle a encore à apprendre, elle a encore à progresser. Donc ici, voilà une des installations culturelles que j'évoquais tout à l'heure. Juste à proximité, l'Institut français d'archéologie orientale a fouillé la nécropole des nobles, parce que c'était l'autre volet de la démonstration. Si le roi avait été enterré là, mais la cour aussi avait été enterrée là. Et c'est un peu la preuve par neuf, si vous voulez. Et mon collègue Michel Beau, qui dirigeait ces fouilles, a retrouvé les mastabas des contemporains de Radjenev. Donc voilà, en 15 ans, on peut décrire une génération d'histoire complètement, alors qu'avant, on n'en savait strictement rien. Et tout ça à quelques kilomètres du Caire, dans un endroit où passent des milliers de touristes par jour. Voilà ici un des détails de ces mastabas. Bon, peu importe, mais je vous le montre non pas pour le détail lui-même, mais pour que vous ayez une idée de l'environnement de cette fouille. Vous voyez derrière la ville du Caire. La ville du Caire qui aujourd'hui fait pratiquement 18 millions d'habitants et qui se rapproche de plus en plus et dangereusement. Il y a en contrebas, ici, vers la ville, toute une nécropole prédynastique qui a complètement disparu aujourd'hui, qui est complètement mangée par la ville. Toujours pour rester dans les pyramides, allons au sud, c'est-à-dire nous nous déplaçons de 40 km vers le sud, vers Saqqara. Voici ici, depuis la pyramide de Pépi Ier, une vue justement de des pyramides de Dachour. On a des grandes pyramides du sud avec la pyramide rhomboïdale complètement à gauche, Mastabad Pharaon, ici, pyramide de Snéfrou. Pépi Ier, c'est un grand roi, c'est la 6e dynastie, il est bien connu. J'ai eu le grand bonheur, moi, de fouiller pendant 20 ans une ville contemporaine dans les oasis. Bref, on le connaît bien. On le connaît, sa famille, ses femmes, ses enfants, la filiation. Eh bien, la fouille de son complexe funéraire, que voici, qui est menée par une équipe du CNRS, la mission archéologique française de Saqqara, qui bénéficie de l'appui du ministère des Affaires étrangères français, sous la direction d'Audran Labrousse et le patronage de Jean Leclan. Cette fouille qui consiste à dégager le complexe funéraire de Saqqara livre pratiquement une nouvelle pyramide de reines par an. Et donc, on rajoute à la lignée dynastique un personnage pratiquement chaque année. Alors, deux de ces reines, on les connaissait par ailleurs, mais les autres, on ne les connaissait pas. Et vous allez voir qu'avec les reines vient un matériel impressionnant. Voilà ici le complexe de la reine Ankhesem Pépi II, peu importe ici, avec les restitutions actuelles, qui vont dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Fouiller, c'est aujourd'hui fouiller, restaurer, présenter. Et un site doit être livré en quelque sorte, et de ce point de vue-là, mes collègues font un travail absolument merveilleux. Alors, avançons. Voilà
la chambre funéraire de cette reine, Anjès Pépi II, que l'on ne connaissait pas il y a 10 ans. La voilà qui apparaît avec son cartouche, ses textes des pyramides, donc tout un ensemble qui tout d'un coup, dans une période que l'on pouvait penser bien connue, après tout ça fait 2000 ans que tout le monde va à Giza, tout le monde à Saqqara, que tout le monde regarde, que tout le monde fouille. Les textes des pyramides ont été découverts en 1880 par Gaston Maspero, ça commence quand même à faire longtemps. Et bien voilà que là, on découvre à chaque fois des éléments nouveaux qui permettent aussi bien d'avoir une vision historique plus précise que, voilà le nom de Anjès Pépi, que, bien évidemment, d'augmenter. Au passage, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer des détails de ce sarcophage avec cette magnifique façade de palais que vous voyez ici, qui représente l'enceinte. Le sarcophage étant considéré comme une maison à l'intérieur de laquelle vit éternellement la défunte, et cette maison est sur le modèle des palais de l'époque, c'est-à-dire une enceinte en pierre. Je vous rappelle que la première est celle de Djoser à Saqqara, qui reproduit des motifs végétaux. Voilà une porte avec le linteau de porte, ici les deux battantes de la porte, et vous voyez que vous avez des entrelacs végétaux qui sont transcrits dans la pierre. Juste pour rappeler ce que je viens de vous dire, voilà un fragment des textes des pyramides trouvés dans le tombeau de Anjès Pépi II. Et donc je vous dis actuellement, chaque année pratiquement, se rajoute un nouveau nom à la liste. Toujours de la même reine, la reine-mère, Anjès Pépi II, quelques éléments de relief qui décoraient la cour de son temple funéraire. Vous voyez là, ici, vous vous retrouvez devant des représentations d'une immense qualité, qui sont le pendant royal de ce que vous connaissez à travers les mastabas de Saqqara. Vous avez ici une très jolie scène de chasse et de pêche dans les fourrés de papyrus. Et vous voyez ici une spatule en train de protéger ses petits, de même ici un canard faisant de même pendant que la jeunette monte pour aller les manger, mais le père canard intervient et essaie de piquer la jeunette. Bon, ici, vous en avez une autre qui s'approche dangereusement d'un nid sous l'œil terrifié de la mère Vanneau qui essaie de protéger ses petits. Autant de scènes auxquelles vous êtes habitués par les monuments que l'on voit. Voilà ici le haut de cette scène avec l'envol d'oiseaux au-dessus des fourrés de papyrus. Voici une scène de chasse au filet de grues sauvages dont on n'avait jusqu'à présent que 2 exemples. Voici un troisième, c'est le premier exemple royal que l'on connaisse. Je n'ai pas besoin d'insister sur la qualité extraordinaire de ces reliefs. Ici aussi une scène rare, la cueillette du lin et le transport du lin en botte. Le lin était, comme vous le savez, ce qui servait à faire les tissus, et le lin est un privilège royal. C'est-à-dire que le lin n'est exploité que par l'industrie royale, et donc ce qui vous explique qu'on le retrouve ici dans ces scènes du temple funéraire de la reine Anjès Pépi. Alors, au-delà de l'apport esthétique, bien évidemment, ce sont de nouveaux chefs-d'œuvre qui rentrent dans notre collection. Au-delà de cet apport, il y a énormément d'informations sur la vie de l'époque, bien évidemment, mais aussi d'informations historiques sur ces filiations compliquées et sur la fin de cette période, la 6e dynastie, qui s'ouvre sur une période trouble de l'histoire. Et donc, dans le prolongement de ces belles découvertes, il est prévu que dans les 15 à 20 années qui viennent, la même équipe s'intéresse à une nécropole qui est juste postérieure et qui va donc donner les éléments qui permettront de voir le passage qui se fait de cette fin de l'Ancien Empire vers la première période intermédiaire, qui est une période de révolution. Au passage, une jolie scène, vous voyez un lion en train de dévorer une gazelle à vos souhaits, et ce lion est une gargouille. Oui, c'est une gargouille qui est engagée, c'est un mur extérieur, et voilà que tout d'un coup la pierre s'anime et que le lion s'empare de la gazelle. Continuons, ne rêvons pas. Allez. Quelle est cette mauvaise volonté subite? Je vous emmène en Moyenne-Égypte rapidement. C'est ce qu'on appelle une photo spectaculaire. Vous êtes sur le site de Bawit. Bawit, pour ceux d'entre vous qui connaissent le musée du Louvre, les plus belles pièces de l'Antiquité chrétienne des collections du Louvre, c'est les églises de Bawit. D'ailleurs, il y a une église de Bawit partiellement reconstituée, c'est absolument somptueux, magnifique. Le Louvre a décidé, dans le milieu des années 90,
de reprendre les fouilles de Babyt. Et comme vous le savez, la situation en Égypte n'est pas toujours très paisible. Et il a fallu attendre plusieurs années pour qu'ils puissent enfin y travailler. Donc c'est une photo pleine d'espoir que vous voyez. Vous avez le panneau qui indique le site, la ligne à haute tension, une colonne. Et je peux déjà vous dire que les deux premières campagnes, qui ont été des campagnes de Sorel, pour lesquelles je n'ai pas de photos à vous montrer, ont permis déjà de mettre au jour une basilique qui est une merveille avec des peintures exceptionnelles. Tout ça, c'est entièrement à découvrir. Et c'est un site qui a déjà été fouillé. Alors, vous êtes blasé en Tunisie, vous avez de si beaux sites, si riches, sur lesquels il y a encore tant à faire. Mais en Égypte aussi, on pourrait croire que tout est trouvé. Et on peut s'attendre, dans les années à venir, à un renouveau complet de notre connaissance de l'art chrétien à partir de cet immense site de Babyt. Ce que les monastères ont apporté dans les années 80 en Égypte, eh bien le site de Babyt risque de l'apporter bientôt. Je continue à vous emmener, mes pauvres en courant la poste, à Luxor. Donc je vous amène à Luxor et à Thèbes. À Thèbes, nous allons regarder d'abord une vue générale de la ville, que vous voyez ici, vue d'avion, avec ici, vous voyez cette grande pelade, c'est le temple d'Amon-Ré de Karnak, c'est l'ensemble des temples. Vous avez ici le temple d'Amon-Ré, le temple de Mout, le temple de Khonsou, et ici le temple de Montou, et là les restes du temple de Akhenaton. Et derrière, au bout, là-bas, vous avez le temple de Luxor. Comme vous le voyez sur cette photo, la ville de Luxor est une ville qui s'agrandit, qui devient immense. Et dans cette ville immense, le gouvernorat actuellement fait de très grands travaux. Ils ont décidé de rénover la ville, et du coup, eh bien, évidemment, il sort beaucoup d'éléments nouveaux, et en particulier, dans cette partie de la ville ici, qui est en train d'être travaillée, vous voyez apparaître sous la flèche rouge, voilà le temple de Luxor ici, vous voyez apparaître un cheminement. Ce cheminement ici, c'est-à-dire tout ce qui est recouvert par la flèche rouge, est constitué d'allées monumentales de sphinx qui sont en train d'être dégagées et donc qui apparaissent dans la ville. Voilà ici, dans une photo rapprochée, les sphinx que vous devinez ici. Vous devinez, vous voyez, ces petites cages, ça sont autant de cryosphinx. Ici, ceux qui relient le temple d'Amon à celui de Mout. Ici, celui qui relie le temple de Mout au dromos principal qui va vers Luxor. C'est-à-dire que nous parlons là d'allées processionnelles de plusieurs kilomètres qui sont en train d'être dégagées. En voici d'avion. Et revoyons maintenant une vue de ce dégagement. Vous voyez apparaître dans le tissu urbain un peu anarchique du Caire, vous voyez apparaître les socles qui rythment le chemin jusque vers le temple de Luxor. Et comme vous le voyez d'ailleurs, des sphinx, il ne reste pas grand-chose. Mais il y a ici une volonté d'ouvrir et de découvrir ce qui était jusqu'à présent couvert par les installations contemporaines. Car si vous y réfléchissez, que connaît-on de Thèbes? On connaît les temples, on ne connaît pas la ville. Et la ville, elle est sous la ville actuelle. Donc il y a là un processus qui devrait nous permettre, dans les années à venir, d'avoir une meilleure connaissance, probablement, des installations de la ville de Luxor. Deux mots sur le temple de Karnak, puisqu'après tout, c'est là où j'exerce l'essentiel de ma coupable activité de terrain. Dans le centre franco-égyptien des temples de Karnak, qui est une unité unique, puisque c'est une équipe mixte franco-égyptienne, qui est donc sous l'autorité du Conseil suprême des Antiquités et qui est une équipe du CNRS appuyée par le ministère des Affaires étrangères. Voilà une vue générale du temple depuis le toit du temple de Khonsou, pour vous donner une idée. On va essayer de voir ce qui se passe de neuf à Karnak. Karnak, c'est un monde, c'est immense. Le temple, dans son état, est un temple qui date du 2e millénaire, en gros. Avant le 2e millénaire, il y avait un temple, qui était un temple de la fin du 3e, du début du 2e millénaire. Ce temple, jusque ces dernières années, on n'en avait pas d'idée. On ne le connaissait pas parce qu'il ne restait de lui qu'une zone centrale qui est dépourvue de monuments. Et depuis... Ça n'a aucun intérêt, on va tourner. Hop. Voilà. Depuis une quinzaine d'années, nous avons entrepris des dégagements dans la zone centrale du temple que vous voyez ici. Voilà cette cour du Moyen Empire. Vous voyez, quand je vous dis les bâtiments du début du millénaire, ils sont là. Vous voyez bien qu'ils sont peut-être là, mais ils n'y sont plus. Ils ont été un jour.
Donc on en était réduit à des hypothèses pour savoir ce qui se passait avant. Et nous avons entrepris des dégagements dans toute cette zone, ici, à proximité de l'obélisque d'Hatshepsut, mais aussi en avant, et ici, dans toute cette zone, jusqu'au sanctuaire de la Barque. Et nous avons dégagé, petit à petit, des structures de briques qui étaient des structures antérieures du temple. Et nous sommes en train de faire apparaître un temple, qui est le temple primitif de Karnak. Karnak, c'est la capitale. Karnak, c'est le temple de référence pendant toute la civilisation égyptienne. C'est comme si je vous disais, on est allé à Delphes, on fait sauter Delphes, et en dessous, on en retrouve un autre. C'est à peu près ça. Ce temple primitif, au début, on pensait qu'il s'agissait d'un petit temple, puis qu'on avait agrandi. Mais en fait, les rois du Nouvel Empire ont refait un temple dont on s'aperçoit par l'archéologie qu'il était à peu près l'égal du temple qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'ils ont refait en dur ce qui avant existait en brique. Et en travaillant sous l'obélisque d'Hatshepsut, ma collègue Rosemary Leboeck, qui travaille avec nous, en dégageant les dépôts de fondation de ces obélisques et découvrant tout d'un coup que cet obélisque d'Hatshepsut avait été aussi fondé par Thoutmôsis III, que la tradition historiographique présente comme deux rivaux. Vous savez, c'est la terrible histoire de l'épouvantable reine Hatshepsut, qui a assuré la régence, puis qui a tellement aimé la régence qu'elle a laissé dans le placard le jeune Thoutmôsis III, qui a attendu 22 ans pour monter sur le trône. À peine monté sur le trône, il a planté ses crocs dans la mémoire de sa belle-mère et il a commencé à détruire tout ce qu'elle avait fait. Ça, c'est la légende telle que vous la trouvez encore écrite dans beaucoup d'ouvrages. Et nos travaux ont montré que, certes, elle avait régné un petit peu longtemps, mais ils s'étaient associés et ils avaient construit ensemble. Et les dépôts de fondation sont tous deux noms. Et sous ce dépôt de fondation de l'obélisque de Hatshepsut, nous avons trouvé ceci, qui est une magnifique statue de Néferhotep, un roi de la XIIIe dynastie, donc un roi de l'époque antérieure. Une grande statue qui était non pas réemployée, mais déposée sous l'obélisque, et qui ne servait pas du tout à soutenir quelque bloc que ce soit, et qui avait été placée enveloppée d'une gangue de boue passée dessus pour la protéger, de façon à sacraliser un endroit qui autrefois avait été l'entrée du temple. Et le hasard a voulu qu'au début du XXe siècle, on ait découvert dans la cour de la cachette de Karnak une deuxième statue comme celle-là, qui est le pendant de celle-là, dont on ne savait pas d'où elle venait. Et la rencontre des deux nous permet de reconstituer cette partie en avant du temple, et donc de dire que, historiquement, elle existait déjà à la XIIIe dynastie. Alors, un petit coup d'œil, non, pas un petit coup d'œil. L'histoire de cette statue magnifique, est-ce qu'on l'a dégagée? Non, on l'a laissée où elle est. Parce que pour la dégager, il faut démonter l'obélisque. Et là, on a préféré ne pas courir le risque. En face, un mot sur des fouilles. J'ai parlé tout à l'heure de Deir el-Medina. À Deir el-Medina, vous savez, on a la ville des artisans qui ont construit les tombes des rois, les tombes des nobles, des millénaires. Ces artisans, on savait, par leur production scientifique, par leur production artistique, mais aussi par les sources, qu'ils venaient de divers pays étrangers. Ce ne sont pas que des Égyptiens. Mais évidemment, comme ils ont produit une œuvre qui est au canon et selon les critères égyptiens, on n'arrive pas à bien discerner d'où ils venaient. Ce ne sont pas des problématiques gratuites, ça. Hein. Ce matin, une question a été posée sur l'Exode. On est dans les mêmes périodes, là. Et on est avec des communautés étrangères, pas que des bricotiers. Hein. Donc, il est intéressant de voir un peu à qui on a affaire. Et ces dernières années, on a commencé une étude très serrée et, disons, pointue de la céramique qui proviennent de ces ensembles de Deir el-Medina, qui proviennent de tous les ensembles thébains. Et on a vu apparaître énormément d'éléments provenant du monde méditerranéen. Vous avez ici un exemple d'un vase à étrier mycénien que je montre ici, mais on pourrait multiplier, je pourrais vous en montrer des milliers, et cela vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Khaled Daba. Là, on se rend compte qu'il y a des mouvements qui se font, et on voit beaucoup mieux apparaître la place de l'Égypte pharaonique dans le monde méditerranéen. S'il vous reste encore un peu d'énergie, j'ai encore deux endroits où je vous emmène. À Aswan, ici, et au Soudan. À Aswan, je vous emmène dans quelque chose qui est très austère. Vous allez dire, pire que ce que vous venez d'avoir, pas possible. Si. Ceci.
qui est une fouille de l'Institut suisse de recherche en architecture et archéologie, qui est dirigé par mon excellent collègue Cornelius von Pilgrim et fouillé par Wolfgang Müller. On est ici dans un secteur de la ville d'Assouan qui est en fouille de sauvetage, en fouille d'urgence. Ce que je vous ai dit de Luxor est vrai aussi d'Assouan. C'est la contrepartie du tourisme. Ces villes se développent, on construit des hôtels, les villes grandissent parce qu'il y a du travail, et on s'aperçoit tout d'un coup qu'elles n'ont pas d'adduction d'eau, qu'elles n'ont pas le tout à l'égout, que les monuments sont détruits par les remontées, etc. Bref, à ce moment-là commencent des grands travaux d'urbanisme. Et ces grands travaux d'urbanisme, eh bien, ils sont évidemment l'occasion de découvrir des zones qui étaient des zones anciennes, recouvertes par les habitations récentes. Et ces travaux d'urbanisme amènent à des fouilles de sauvetage, dont voici une ici, qui est une fouille très importante, car en Égypte, elle permet de réunir une documentation sur une période pour laquelle on n'a pas ou très peu de documentation d'urbanisme, c'est la période hellénistique. Pourquoi on n'a pas? Parce qu'à Alexandrie, si vous faites un trou dans Alexandrie, c'est terrible parce que toute la ville est en dessous, vous devez faire sauter toute la ville pour suivre, donc on ne fait pas de fouilles, on évite d'en faire, sauf, comme vous l'expliquera Jean-Yves Empereur, quand on démolit un cinéma ou qu'on construit un immeuble. Et ici, à Assouan, vous avez la même chose. Et à Assouan apparaît actuellement toute une ville. Vous voyez ici l'accumulation urbaine au-dessus, qui vous montre le problème. Toute une ville qui permet de décrire l'Alexandrie d'époque hellénistique et romaine. Or, ce n'est pas indifférent de le faire, puisque vous savez que dans la même époque, nous avons les attestations sur l'île d'Éléphantine en face, en particulier de l'existence des communautés araméennes qui vivaient à Alexandrie, à Assouan. Et donc on a ici les quartiers urbains correspondants qui vont permettre d'aller au-delà de l'étude simplement de la documentation araméenne que l'on a trouvée, mais de comprendre réellement quelle est l'interconnexion entre la culture hellénistique et la culture araméenne à cette époque-là. Donc vous voyez, ces enjeux sont forts. Ah non, j'avais oublié. Encore un point. Aïn Sokhna, ici. Nous allons ici à Aïn Sokhna, c'est-à-dire sur le golfe de Suez. À Aïn Sokhna, l'Institut français d'archéologie orientale mène une fouille dirigée par Pierre Tallet, qui fouille des zones minières et qui a découvert, croyant fouiller simplement une zone minière, un point de concentration des expéditions égyptiennes qui partaient vers le Sinaï pour exploiter les zones minières. Et cette découverte d'un point de concentration a permis la découverte d'un port, au-delà des installations minières, et de décrire sur 2 millénaires le devenir de ces expéditions. Le point le plus haut qui a été atteint, c'est un document au nom de Niuserre, c'est-à-dire que là, nous sommes à la 5e dynastie, nous sommes juste après les grandes pyramides de Giza. Et c'est là où a commencé l'exploitation de ces zones minières, à partir de ce point de Aïn Sokhna, où des galeries ont été creusées pour exploiter le cuivre qui était là, puis ces mines se sont terminées, elles se sont finies, et on a gardé l'endroit comme point de concentration des expéditions. Et dans les galeries désaffectées, on a retrouvé, Pierre Tallet a retrouvé l'an dernier, des bateaux démontés, que l'on démontait chaque année. C'était des bateaux qui permettaient de passer sur les bords de la mer Rouge et d'aller dans le Sinaï. Et donc, on concentrait dans ces zones-là et le matériel et le résultat de ces mines. Bien entendu, derrière cela, il y a une installation urbaine qui va permettre de quantifier et de voir quel était l'impact réel de ces expéditions sur le plan économique. Voilà, ici, dans Aïn Sokhna, à partir de Aïn Sokhna, si vous voulez, les zones de rayonnement, vous voyez que ce que je viens de vous décrire, en fait, permet de couvrir toute cette zone ici, qui est la zone minière centrale, c'est-à-dire le Wadi Mahara, Seramit el-Khadim, et puis ici, jusqu'au désert de Negev, les lieux où les Égyptiens venaient exploiter le minerai de cuivre. Et ça, c'est important parce que vous avez là l'une des clés de l'évolution technologique de l'Égypte ancienne. C'est une civilisation de la pierre, l'Égypte ancienne. Son apogée correspond à l'apogée des civilisations dépendant de la pierre. Puis quand les civilisations deviennent métalliques, quand les voisins commencent à s'équiper en cuivre, en bronze, puis en fer, l'Égypte est quasiment dépourvue de ces ressources. Elle n'a pas de fer et elle n'a de cuivre
que dans cette zone du Sinaï qu'elle exploite de façon temporaire. Et on voit à ce moment-là que la politique extérieure de l'Égypte va aller vers une recherche, on en parlait ce matin, vers une recherche de ces matières premières. Et des implantations comme Ain Sorna vont devenir de plus en plus importantes car elles vont concentrer des éléments de plus en plus grands. Et donc on peut décrire là aussi l'impact dans le commerce et les échanges. Je vous disais tout à l'heure que l'on voyageait beaucoup à l'époque de Khéops et Képhren. Vous voyez ici, nous sommes dans le désert, sous le grand terme libyque. Le Soudan commence là, vous avez le Soudan, la Libye, le Tchad, Tibesti ici. Djebel Ouainat et Gilf Kebir, c'est ici. Et nous avons découvert, il y a... j'étais jeune à l'époque, il y a une trentaine d'années. Nous avons découvert un gisement ici, qui était signalé par quelques voyageurs, un gisement de grandes jarres, perdu en plein désert, dans un nom qui évidemment s'appelle Abou Balas, ça ne vous surprendra pas, puisque c'était un dépôt de jarres. Et nos collègues de l'Université de Cologne, Krupper en particulier, sont allés voir et fouiller ces dépôts dont on se demandait ce qu'ils faisaient en plein désert. Et en fait, l'histoire est une belle histoire. Les travaux de nos collègues de Cologne ont permis de voir tout un réseau de voies de communication qui vont aussi bien vers le Gilf Kebir que vers le Soudan en repiquant vers l'oasis de Selima. Et en particulier, ils ont découvert des inscriptions au nom de Khéops et Képhren qui étaient au-dessus de ces fameuses jarres. Alors qu'est-ce que c'était que ces fameuses jarres perdues en plein désert et point de passage obligé des caravanes? Et c'est très simple. Voilà à quoi ressemble un site. Vous voyez, vous avez un grand cairn ici, donc c'est une balise, et puis vous avez, si ça marche, voilà ici le site d'Abou Balas. C'est un grand piton, vous voyez, au pied duquel on a retrouvé des centaines et des centaines, voire des milliers de jarres. Eh bien, ce qui se passait, c'était le suivant. Des caravanes partaient du dernier point d'eau, qui était l'oasis de Dakhla, et elles allaient jusque là où elles pouvaient aller, c'est-à-dire ici. Et là, ces caravanes déposaient les jarres pleines d'eau. Et cette jarre servait de station-service pour aller plus loin. C'est remarquable. Hein, et on a pu suivre comme ça jusqu'au plateau du Djebel Ouainat, on a pu suivre le cheminement des... Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que les gens contemporains de Khéops allaient faire dans des endroits où il n'y a rien, parce que vous avez le grand terme libyque, et puis derrière, il faut aller très loin, il faut s'enfoncer dans le Tchad pour arriver là. Il n'y avait rien. Et en plus, on sait qu'ils n'en rapportaient rien, puisqu'en plus, ils cultivaient les oasis à côté. Et on s'est rendu compte que dans le même temps, et à la même époque, ces gens lançaient des expéditions jusqu'en Asie mineure, jusqu'à Chypre, pour des raisons qui paraissaient aussi ténues. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant ce graffito, ce n'était pas pour aller chasser la gazelle que l'on montait de pareilles opérations. Et l'étude que l'on a faite à la lumière de ces découvertes, depuis des représentations animalières et paysagères de la 5e dynastie, ont montré qu'en fait, nous sommes à une époque où l'on fait des voyages de découverte scientifique. On va découvrir le monde, et l'on décrit le monde que l'on a découvert. Quand on a de la chance, ce monde contient des richesses que l'on peut exploiter, mais même s'il n'y a pas de richesses, on va les chercher. Et ça se traduit dans la toponymie même. Vous avez des descriptions de lieux qui sont faits avec des noms. Alors vous avez des noms qui représentent les noms qui sont les noms locaux. Et puis on arrive, quand on continue vers le sud, dans des pays dont on ne connaît pas la langue. Ce matin, nous avons vu des listes de peuples à Solène. Dans les listes, on a regardé que celles du Nord, mais dans les listes de peuples du Sud, il y a des noms. Et ces noms, à un moment, quand vous les étudiez, vous dites, tiens, c'est quand même curieux. Pourquoi est-ce que ce pays s'appelle le fond de la queue? Pourquoi est-ce que cet autre pays s'appelle nulle part? C'est-à-dire que les Égyptiens sont arrivés dans des endroits qui leur paraissaient être des cul-de-sac du monde. Et ils ont dit, mais là, après, il n'y a plus rien. Vous savez, c'est nowhere. Vous êtes allé jusqu'à nowhere. Parce qu'au-delà, il n'y avait plus rien. Alors pourquoi cherchaient-ils à comprendre? Pourquoi cherchaient-ils à accroître leur connaissance? N'oubliez pas que, comme nous l'avons dit ce matin, pour ceux qui étaient là, leur connaissance du monde et leur vision du monde n'avaient de limite que leur connaissance. Le monde s'étendait aussi loin qu'il pouvait aller. Et il est important de reculer les limites du monde.
il est important d'aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour préserver son propre monde. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, ça c'est une théorie qui m'est assez personnelle, mais il semblerait que l'on ait là un mouvement de ce type-là. Donc voilà le rocher où se trouvent des inscriptions. Et je vous assure, pour y avoir été, que là vous êtes au milieu de nulle part. Vous êtes à 400 km au sud, et bien. Je vous emmène maintenant, comme promis, et ce sera notre dernier site, je vous rassure, au Soudan. Voilà la mission archéologique suisse dirigée par le professeur Charles Bonnet, dont certains d'entre vous ont suivi des exploits récemment à la télévision dans l'émission sur les pharaons noirs. Alors les voilà, ces fameux pharaons noirs, en morceaux. Il a retrouvé à Kerma une cachette de statues royales démontées, magnifique, qui comporte des statues des grands pharaons de la 25e dynastie et des pharaons couchites. Comme vous le voyez, sans même aller plus loin à travers cette photo, c'est du matériel égyptien. Matériel égyptien d'Égypte. Kerma, où sommes-nous? Nous sommes dans ce qu'on appelle le royaume de Kouch. C'est-à-dire ce que, à l'époque où moi je faisais mes études, on présentait encore comme les indigènes face aux Égyptiens. Les seconds conquérant les premiers. Et puis, il y a une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que c'était un peu comme dans les westerns, vous savez. Vous avez la caravane qui est fermée et les Indiens qui tournent autour. On s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas tout à fait comme ça. Les Égyptiens, ils étaient enfermés dans la caravane, ils ne dominaient pas du tout le pays, et les Indiens autour les empêchaient de sortir de la caravane. Et on a découvert, grâce aux fouilles de Charles Bonnet, on a découvert que le royaume de Kouch était un royaume extrêmement puissant, et qui en fait était capable de tenir tête aux Égyptiens, qui faisaient des points, des forteresses, et puis qui faisait ce qu'il pouvait pour essayer de survivre. Et que ce royaume de Kouch, à un certain moment, il a absorbé les comptoirs égyptiens, complètement absorbés. Et à Kerma, qui en faisait la capitale, les fouilles de Charles Bonnet, tout d'un coup, après avoir mis au jour des structures de type couchite, ont découvert des structures égyptiennes. On a trouvé un temple d'Amon, on a trouvé un temple, on a trouvé même des blocs de Amenophis IV. Et on s'est aperçu que, depuis fort longtemps, les Couchites avaient intégré dans cette capitale, un peu comme à Pi-Ramsès, nous l'avons vu tout à l'heure, les représentants de la Crète avaient inclus les Égyptiens, et non pas l'inverse. Ce n'étaient pas les Égyptiens qui avaient inclus les Couchites. Alors voilà ce que sont ces fameux pharaons noirs. La cachette, donc, telle qu'elle a été découverte en 2003. Alors, essayons de résumer un peu ce kaléidoscope que je vous ai présenté, qui est forcément décousu, puisque j'ai essayé de vous montrer un certain nombre de points, plutôt que de vous faire une présentation en forme qui eut nécessité de ma part d'abord un cours pour vous donner les cadres. Qu'est-ce qu'on a fait de neuf? Sur quoi a-t-on avancé? La préhistoire, nous l'avons vu. Songez que pour une histoire de 4 millénaires, puisque c'est à peu près la durée de la civilisation pharaonique, on a avancé d'1 millénaire en arrière. On peut maintenant décrire 1 millénaire avant. Ça fait beaucoup, ça fait un quart en plus. Sur la connaissance des Égyptiens du monde, on s'est aperçu qu'ils sortaient beaucoup plus qu'on ne le croyait, que dès le 3e millénaire, il y avait une connaissance des zones africaines et du Levant jusqu'à l'Asie mineure. On a retrouvé à la limite du Bosphore des tombes qui incluent du matériel datant de l'Ancien Empire. Ça fait loin, ça fait très loin. Le rôle de l'Égypte dans le concert méditerranéen du 2e millénaire. On ne savait rien il y a 20 ans des relations réelles de l'Égypte avec le monde méditerranéen. Aujourd'hui, on peut décrire des relations géopolitiques avec précision. On peut décrire les relations économiques avec précision. Depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à leur redistribution. Dans la foulée de ces découvertes, on a étudié les fabrications économiques dans les zones sous contrôle ou au contact avec l'Égypte. On a découvert les céramiques levantines. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que dans la production chypriote, qui reproduit les thèmes égyptiens, on n'a pas plus de 20 pièces égyptiennes originales. Toutes les autres sont des pièces levantines faites sur le modèle égyptien. Donc on peut déterminer des zones d'influence culturelle et d'influence économique. Du côté du Soudan et de la Nubie, je viens de voir avec vous la définition nouvelle que l'on peut avoir des relations de ce que l'on pensait encore être un pays colonisé et un pays colonisateur il y a également une vingtaine d'années. Du côté des périodes plus tardives que l'on pourrait supposer mieux connues, vous avez vu qu'il n'en
On découvre l'urbanisme hellénistique. On a très peu d'urbanisme. C'est récent. Ce sont des fouilles de sauvetage qui durent depuis 3 ans. Donc on est dans des choses tout à fait récentes. De même, dans le delta égyptien, la connaissance d'Alexandrie. Alexandrie, avant que Jean-Yves Empereur y travaille, on était dans une connaissance relativement classique. Cette connaissance se développe. Vous voyez, je pourrais multiplier les exemples. J'ai choisi ceux-là, mais il y en a d'autres plus pointus peut-être qui vous parleraient moins. En d'autres termes, nous sommes dans une discipline qui est une discipline encore dans l'enfance, si je puis dire, qui est capable de définir les grands traits. Mais il ne faut pas demander que le pinceau soit trop précis ni trop fin. C'est un peu comme la calligraphie chinoise. C'est beau si on voit un mouvement un peu large du pinceau. Mais si l'on tombe dans un détail, c'est parfois un petit peu plus difficile à saisir. Nous sommes très calés, très forts. Nous pouvons vous parler de textes littéraires avec beaucoup de précision, de textes funéraires, de données religieuses. Nous entrons dans des raffinements théologiques incroyables à l'époque ptolémaïque. Et nous ne sommes pas capables de vous dire ce qu'était la vie des gens de tous les jours à la fin du 3e millénaire, par exemple. Donc c'est aussi peut-être maintenant, après avoir travaillé sur des grands monuments, après avoir eu des temples, des tombes, des tombeaux, pour reprendre la formule célèbre, peut-être aujourd'hui s'intéresse-t-on plus à l'homme à travers cela. Pour vous donner une idée des échelles, Ramsès II, qui est quand même un des exemples, c'est notre Napoléon à nous, si vous voulez, égyptologue. Le corpus de la documentation de Ramsès II a été achevé en 1984. Donc, on a les sources complètes sur Ramsès II, les sources historiques, depuis 1984. Et on en rajoute chaque année un peu plus, mais on a l'essentiel. Or, on écrit sur Ramsès II depuis bien plus longtemps que 1984. Ces pharaons noirs dont nous venons de voir une brève apparition à l'instant, il y a 5 ans, on ne les avait jamais vus, ceux-là. Tout d'un coup, hop, les voilà qui sortent de nos terres. Donc des pans entiers de l'histoire sont encore à affiner, même si nous avons les cartes. Donc ceci dit, pour reprendre une formulation de Tahar tout à l'heure, il y a encore du travail à faire. Et pas seulement en Égypte, en Tunisie, vous avez aussi beaucoup de matériel égyptisant ou égyptien, et cela aussi, cela fait partie des choses qui sont à découvrir. Si on nous demandait aujourd'hui d'écrire sur les relations de la Tunisie et de l'Égypte, ce serait très bref. Donc j'attends de vous que ça puisse devenir moins bref. Je vous remercie.